3 siècles après les premières découvertes, l'Égypte ne cesse de nous fasciner. Chaque mois qui passe révèle de nouveaux trésors enfouis sous les sables du désert. On a retrouvé en fait le fragment de nez dans la zone ici, lors d'une fouille. Et donc il a été recollé, il n'était pas parti très loin. Les temples, les pyramides, les nécropoles et les cités antiques sont autant de merveilles qui témoignent de la splendeur passée des pharaons et de leurs héritiers. Les Grecs préparaient un gâteau qu'ils appelaient pyramis, qui avait cette forme-là. En venant en Égypte, ils ont trouvé leur gâteau en pierre avec une taille pharaonique. Ils leur ont donné le même nom. Cette civilisation que l'on croyait disparue se réinvente chaque jour dans l'Égypte du XXIe siècle. Et c'est en voyageant dans l'espace et le temps que nous allons la redécouvrir. En sillonnant la terre des pharaons, vers 450 avant notre ère, Hérodote proclame que l'Égypte est un don du Nil. Comme tout visiteur d'hier et d'aujourd'hui, il est frappé par le contraste entre la luxuriance des rives du grand fleuve et l'aridité du désert qui les entoure. Ces étendues inhospitalières recouvrent 96% du pays et seul 1% de la population y vit. Depuis la nuit des temps, l'Égyptien craint le désert. C'est le monde des morts. Le domaine du dieu Seth, qui a tenté d'assassiner son frère Osiris, le symbole de la terre fertile et nourricière. Ce mythe religieux reflète la méfiance ancestrale des Égyptiens pour ces contrées hostiles. Pourtant, les pharaons, les sultans et les dirigeants actuels n'ont eu de cesse de dompter le Sahara, le désert en arabe. Il est essentiel à l'économie égyptienne. Depuis l'Antiquité, esclaves, bois précieux, animaux sauvages transitent par des pistes qui relient les oasis entre elles. Il est aussi la porte d'entrée de nombreux envahisseurs étrangers et le domaine des nomades dont la sédentaire Égypte se méfie. Malgré la présence militaire, les Égyptiens du Nil n'ont jamais réellement réussi à contrôler ce territoire aride. Il reste aujourd'hui le lieu de tous les dangers et de la rébellion. Au Caire, la capitale surpeuplée de l'Égypte contemporaine, le désert et ses dangers semblent très loin des préoccupations quotidiennes des habitants. Pourtant, il est juste là, aux portes de la ville. En remontant le cours du Nil vers le sud, le fleuve prend l'aspect d'un serpent vert entouré de terres hostiles. À 1 heure du Caire, l'oasis du Fayoum est le premier refuge de la vie contre la mort. Le désert qui l'entoure est particulièrement aride. Il faut parfois attendre la pluie pendant 5 ans. Et quand le ciel se décide enfin, il se déchaîne. L'eau dévale en torrent le long de ses oueds avec une violence inouïe, laissant derrière elle un paysage lunaire. Le Wadi Al-Hitan n'a pas toujours été cette contrée désolée que l'on peut contempler aujourd'hui. Il y a très longtemps, il fut même le sanctuaire d'animaux gigantesques. Là, il y a de magnifiques ossements préservés. Et si on va par là, on va voir aussi des os qui sont incrustés dans la roche. On voit bien la texture osseuse. C'est peut-être une vertèbre de baleine. Regardez ici aussi. Là, une autre, et là, là-bas aussi. Il y en a vraiment partout. C'est pour ça qu'on surnomme cet endroit la vallée des baleines. Il y a 40 millions d'années, nous marcherions au fond d'un océan. La mer recouvrait une grande partie de l'Égypte à cette époque. Et toutes ces magnifiques créatures nageaient un peu partout ici.
Là, nous sommes devant l'un des plus beaux fossiles du Wadi Al-Hitan. C'est l'une des plus grandes baleines, l'un des plus grands mammifères marins. Plus de 18 mètres de long. Il vivait ici il y a 40 millions d'années. Vous voyez la tête là-bas et la queue est de l'autre côté. Et moi, je suis dans la zone de l'estomac. On voit les pattes avant qui font office de nageoires et les pattes arrière au bout qui sont toutes petites comparées à cet énorme animal. Le professeur Salam a sillonné une grande partie des déserts égyptiens, à la recherche de fossiles. Il y a quelques années, la chance lui a souri. Il est le premier Égyptien à avoir découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Depuis, il est devenu une véritable star dans son pays. En 2018, nous avons trouvé un squelette de dinosaure datant de la fin du Crétacé, donc un squelette de 73 millions d'années. C'est un dinosaure herbivore. Je l'ai appelé le Mansourasaurus, du nom de mon université, et pour l'espèce, je lui ai donné le nom de ma femme, Shiny. La mer a mis des millions d'années pour se retirer du Wadi Al-Hitan, laissant place à la terre ferme. Différents climats se sont alors succédés sur ces terres d'Égypte. La jungle, puis les forêts ont colonisé cette partie du monde. Mais 5000 ans avant notre ère, les températures ont brutalement monté. La désertification est apparue, obligeant la majorité de la population à s'établir le long des rives du Nil. Et c'est peut-être ce changement climatique qui est à l'origine de la civilisation égyptienne. Dans un espace restreint, il a fallu organiser une société en créant un pouvoir royal fort autour d'un pharaon. Le désert n'a pas colonisé subitement l'Égypte. Jusqu'à 1000 ans avant notre ère, le plateau de Gizeh n'était pas aride. Les pyramides avaient les pieds dans la savane. Les Égyptiens avaient l'habitude de côtoyer des animaux que l'on trouve aujourd'hui en Afrique de l'Est. Sur les bas-reliefs, ils se représentent offrant à leur mort plusieurs espèces de gazelles et des hyènes, dont on pense qu'elles ont été domestiquées, voire même consommées. La faune du désert, comme la vipère à cornes ou le chacal, est elle aussi présente. Des déserts égyptiens, le désert libyque est le plus redouté. Il s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Les chances de survie d'un voyageur égaré dans cette immensité sont infimes. Seul espoir, trouver une oasis comme celle de Darla. Véritable havre de paix, Darla, c'est la luxuriance face au chaos. Cette richesse, l'oasis la doit au travail de l'homme. C'est lui qui, au cours de millénaires, a irrigué et a modelé les paysages. Les palmeraies à perte de vue sont les témoins de ce labeur acharné. Le climat du désert convient aux dattes. Dans la ferme El Nour, on a planté 50 000 palmiers dattiers. Cette plante est l'emblème des oasis. Elle sert à tout, même à tresser des chapeaux pour se protéger du soleil. Le paysan de l'oasis est dépendant des dattiers. Bien sûr, il cultive d'autres produits comme le blé et le riz, surtout pour sa consommation personnelle.
Mais sa principale source de revenus, ce sont les dattiers. Car nos dattes s'exportent un peu partout. Dans le monde arabe, bien sûr, au Maroc ou aux Émirats arabes unis, mais aussi en Russie. Elle commence même à arriver dans l'Union européenne. Grâce à la qualité de nos dattes, l'oasis de Dakhla existe maintenant au niveau régional et même international. Cela fait 2 ans que je n'ai pas quitté l'oasis. Avant, j'ai voyagé pendant 5 ans. J'étais ingénieur dans le pétrole. J'allais souvent au Caire, mais je préfère la vie dans l'oasis. Le calme, la sérénité. On est loin de la surpopulation et du bruit. La technique pour récolter les dattes n'a guère changé depuis le temps des pharaons. Comme de nos jours, la datte est un produit courant. Quand les Égyptiens anciens représentent leur vision du paradis, le palmier dattier est en bonne place, aux côtés des champs de lin et de blé, débordant de leurs bienfaits. Les oasis comme Dakhla ont peut-être inspiré le sensuel paradis d'Allah. Un jardin ombragé, dans lequel il suffit de tendre la main pour cueillir des fruits juteux. L'oasis n'est peut-être pas ce nirvana, mais les 80 000 habitants de Dakhla ont quand même fait le choix de rester, loin d'un monde en perpétuel mouvement. Ils se répartissent dans 17 villages. Celui du Kasr est le plus ancien et le plus beau. Construit sur les ruines d'une forteresse romaine, ce village médiéval en a gardé le caractère fortifié. Aujourd'hui, il est quasiment inhabité. Sobi, le gardien du site, est l'un des seuls à parcourir ce dédale désaffecté. La ville médiévale est le symbole de l'oasis de Dakhla. Beaucoup de voyageurs aiment cette ancienne cité. Elle est atypique. Ses maisons et ses rues dégagent une atmosphère particulière. Là, vous voyez, c'est du palmier. Avant, c'est le bois dont on se servait le plus ici. Il y a peu de maisons qui ont ce genre d'inscription. Seuls des gens aisés mettaient ces panneaux avec des poèmes ou alors des versets du Coran. On ne met plus ce genre d'inscription en façade. Aujourd'hui, on n'utilise presque plus de bois. Tout est moderne. Le Kasr s'est peuplé vers le 8e siècle de notre ère. Mais c'est au 16e siècle, à l'époque ottomane, qu'il atteint son apogée, comme le prouve la madrasa. On y tenait école le matin et cour de justice l'après-midi. Le cadi, le juge musulman, siégeait dans une alcôve. Les témoins défilaient devant lui. Les prévenus attendaient dans 2 prisons différentes, celle des femmes et celle des hommes. Ce qui frappe le visiteur occasionnel dans cette ancienne cité, c'est qu'ici tout a été conservé dans son état initial, comme si les habitants étaient partis récemment. Là, nous sommes dans un moulin collectif. Ça marchait comme ça. C'était une vache qui le faisait tourner pour moudre le blé. L'autre travail consistait à faire passer les grains de blé par ce trou
grâce à cette pièce qu'on appelle un pendule. Ensuite, on règle cette pièce de bois. Cela joue sur la hauteur de la meule et ainsi on peut régler la finesse de la farine. Ça fait une centaine d'années qu'on n'utilise plus ce moulin. Maintenant, on se sert plutôt de machines modernes pour broyer le blé ou le riz. Tout est électrique. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé les habitants à quitter la cité médiévale. Le pisé est un matériau de construction fragile. Quand il pleut, très rarement, il faut reconstruire les murs. Le confort moderne aussi a joué un rôle important. L'eau courante, l'électricité et le tout à l'égout ont fini de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, seules 3 ou 4 familles vivent encore dans le centre historique. Certains artisans ont fait le choix de rester travailler ici. L'atelier des potiers fait moins de bruit que celui du forgeron, mais pendant des millénaires, la poterie a été essentielle à la vie dans le désert. Nous fabriquons des carafes, des cruches, des jarres, enfin tout ce qui est possible de faire avec de l'argile. Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. Aucun objet en métal pour contenir de l'eau. Les gens utilisaient les poteries pour que l'eau reste fraîche. Mais aujourd'hui, les gens redécouvrent les bienfaits de la poterie. Les médecins recommandent de boire de l'eau dans des carafes en argile pour l'apport en minéraux. À l'époque des pharaons, les poteries étaient la glacière, le sac à dos, la gourde de l'Égyptien. Elles servaient à tout. On y conservait toutes sortes de denrées, comme la viande ou le poisson séché. Et sans elles, il n'y aurait pas eu de commerce. Les jarres sont un moyen d'exporter l'huile ou le vin. Le tonneau en bois ne sera inventé que bien plus tard par les Gaulois. Malheureusement, nous sommes la dernière génération de potiers. Après nous, il n'y aura plus personne. Ce métier est difficile et si on ne l'apprend pas jeune, on ne peut pas le faire plus tard. C'est fini. Plus personne ne veut l'apprendre. Comme dans la plupart des oasis, le tourisme de masse et ses cars bondés ne sont jamais arrivés jusqu'à Darla. C'est ce qui plaît à Magued. Ce guide égyptien a fait un choix audacieux. Faire découvrir aux voyageurs cet autre visage de l'Égypte, loin des sentiers battus. Quand on fait le trajet d'une oasis vers l'autre, on ne traverse que du désert et puis tout d'un coup, boum, voilà, on est dans l'oasis, on est dans la végétation et ça prend tout le sens du terme oasis à ce moment-là. Alors à chaque fois, je suis émerveillé devant cette paix, cette sérénité, ce retour aux sources, ce dépouillement. Enfin, je viens me laver un petit peu ici de tous les tracas de la grande ville, des soucis de la vie quotidienne. Je viens me ressourcer dans cette région. On pourrait croire que les habitants des oasis vivent en complète autarcie. Mais de nombreuses influences extérieures sont arrivées jusqu'ici.
La plus importante fut celle des hommes de la vallée du Nil. À Darla, les archéologues ont découvert les traces de la présence pharaonique dès 2460 avant notre ère. Les tombeaux majestueux des anciens gouverneurs marquent l'importance de cette région pour le pouvoir central. Nous sommes devant le mastaba de Khentika, qui fut le gouverneur de l'Oasis durant la 6e dynastie, sous le règne de Pépi II. Vous voyez juste à côté, il y a justement un autre mastaba, et le mastaba est la partie supérieure, donc telle que nous la qualifions aujourd'hui, et qui est cette forme rectangulaire qui n'existe pas au-dessus du mastaba Khentika. C'est son effondrement donc qui a entraîné la protection du caveau. Les mastabas, ces édifices rectangulaires, surplombaient les tombeaux des pharaons de la première et de la deuxième dynastie, presque 3000 ans avant notre ère, jusqu'à ce qu'un architecte de génie révolutionne les sépultures royales. Imhotep, au service du pharaon Djoser, a l'idée d'empiler les mastabas les uns sur les autres, créant ainsi la forme pyramidale. La pyramide à degrés devient la première d'Égypte, mais pas la dernière. Le pays compte plus d'une centaine de pyramides. Par la suite, les pharaons préféreront se faire inhumer dans la vallée des rois. Mais il y a un point commun entre toutes les périodes. Les sépultures se trouvent toujours en plein désert. L'idée des anciens Égyptiens est de préserver les terres agricoles sur les rives du Nil, qui sont déjà limitées, mais aussi de protéger les momies de l'humidité, leur pire ennemi. Le désert devient alors naturellement le royaume des morts. Voilà, nous sommes à peu près à 7 mètres de dénivellation au-dessous du niveau du sol. Alors, sur cette paroi, nous sommes confrontés à l'une de ces scènes traditionnelles, un petit peu dans ces tombes de l'Ancien Empire, où nous voyons le personnage principal, propriétaire de la tombe, donc Khentika, et en face de lui, son épouse. Et on peut voir, même si la scène est relativement dégradée, qu'elle porte à ses narines une fleur de lotus pour humer le parfum. Comme habituellement, sur les parois de ces tombes privées, depuis l'Ancien Empire et jusqu'au bout, il y aura un mélange sur les parois de ces tombes des scènes de vie quotidienne auprès des fois de scènes funéraires. Tandis que sur les parois des tombes royales, contrairement à ceci, ce fut de tout temps exclusivement des textes et des scènes funéraires. Ce qui fait que si nous n'avions possédé d'Égypte que des tombes royales, on n'aurait eu aucun renseignement sur ces scènes fabuleuses de la vie quotidienne. Nous voyons par exemple des scènes de labour, nous voyons une charrue avec des bœufs, il y a également, comme partout ailleurs, des scènes de chasse. Mais là, nous étions en plein cœur du désert, c'était encore plus facile d'aller à la chasse, qui fut l'un de leurs sports favoris. Si les gouverneurs, représentants du pouvoir royal, édifiaient de tels tombeaux, c'est que les oasis étaient d'un intérêt vital pour les pharaons. Cette région se situait sur cette voie commerciale si importante qui est appelée Darb el-Arbaïn, qui veut dire la route des 40 jours et qui marquait le trajet des caravanes sur cette route qui reliait Assiout, la région d'Assiout actuelle, jusqu'à Darfour au Soudan. Donc toutes les denrées en provenance d'Afrique qui pouvaient convoiter à l'époque, l'ébène, l'ivoire, l'or, des animaux exotiques également, passaient par là. Et il fallait, justement, sur le passage de cette voie commerciale si importante, marquer l'omniprésence, le poids de l'État. Il y avait des postes de contrôle, de péage également, qui marquent encore plus l'intérêt qu'eurent les rois, les pharaons de cette époque, et qui résidaient bien loin de cette région, puisque le pouvoir était à Memphis, dans la région du Caire d'aujourd'hui, mais souhaitait faire cette démonstration de, entre guillemets, force, donc, sur le passage de cette voie commerciale si importante que fut de tout temps pour l'Égypte le Darb el-Arbaïn. La présence de l'administration pharaonique à Darla est très ancienne. Il n'en est pas de même pour une oasis située à plus de 500 km du Caire. L'Égypte a dû attendre jusqu'au VIe siècle avant notre ère pour contrôler Siwa. À 70 km de la frontière libyenne, Siwa a longtemps été protégée par les dunes de la grande mer de sable qui l'entoure. Pourtant, au milieu de ce monde inhospitalier,
émergent peu à peu de petits lacs, souvenirs de la mer qui recouvrait le désert il y a des millions d'années. Les touristes égyptiens venus du Caire adorent venir ici se faire peur. Le désert, même avec des sources d'eau chaude, reste pour eux le lieu de tous les dangers. Au loin, on aperçoit déjà le grand lac de Siwa. L'eau est tellement abondante ici que, faute de drainage, elle s'accumule en lac à forte teneur en sel. Au centre-ville, la vie est calme. Les habitants, les Siwis, sont de nature placide, bien loin de l'agitation des grandes métropoles. Cette sérénité, la forteresse de Chali qui surplombe la ville depuis le 7e siècle l'incarne. Construite en blocs de terre glaise mélangés à du sel, elle n'en finit pas de se désagréger depuis des siècles. Doha, une guide conférencière, aime faire ressentir cette ambiance si particulière aux voyageurs qui souhaitent prendre leur temps. Les touristes, quand ils arrivent ici pour la première fois, sont fascinés par le fait qu'il n'y a pas du tout de transition entre le désert interminable et la verdure de cette oasis. C'est une ligne très très nette entre les deux. Il y a aussi 281 sources d'eau, tout autour desquelles les habitants de Siwa ont toujours vécu. De toutes ces sources qui jaillissent un peu partout dans l'oasis, certaines servent de piscine naturelle aux baigneurs de passage. Il y en a une dont le succès ne s'est jamais démenti, car ici, on a l'impression de nager dans le sillage de la plus grande reine d'Égypte. Nous sommes ici à côté de la source de Ain Shams, la source du soleil, connue aussi sous le nom de la source de Cléopâtre. Il y a une légende qui raconte que Cléopâtre venait prendre son bain ici. Elle prenait un très bon soin d'elle-même. Elle avait l'habitude d'avoir des bains dans le lait d'ânesse, parfumés avec le parfum de lotus. Cette source est une des sources que les Égyptiens apprécient beaucoup, suivant, comme ils croient, le chemin de Cléopâtre, essayant de s'embellir. Ils viennent ici, on a qui se baignent en fait, tout autour de cette source. Et c'est un lieu quand même très reposant, avec la source d'eau et les palmiers qui les entourent. Cléopâtre, l'avant-dernière reine de la dynastie hellénistique des Ptolémées, ne s'est peut-être jamais baignée à Siwa. L'influence grecque est pourtant avérée, notamment dans la nécropole principale de l'oasis. La colline des morts surplombe la ville. Les archéologues y ont recensé 1500 tombes. Beaucoup sont abîmées. La montagne porte encore les stigmates des nombreuses fouilles sauvages effectuées par les Siwis au cours des siècles. Les pilleurs découpaient les bas-reliefs, puis ils les vendaient aux étrangers. La tombe de Sihamon leur a échappé par miracle. En y entrant, on voit d'abord un symbole typiquement égyptien, Nout, la déesse du ciel, dévorant le soleil tous les soirs et l'enfantant tous les matins, ici, sous la forme d'un faucon. Au mur, la décoration annonce l'époque grecque. Cheveux bouclés, barbe et moustache, toge hellénistique. La tombe date bien de la période libyenne, époque à laquelle les Grecs étaient nombreux à Siwa. Plus loin, une déesse au sycomore porte un vase d'où s'écoule entre deux filets d'eau une chaîne d'anque, le signe de la vie en ancienne Égypte. Rappelant qu'hier comme aujourd'hui, les habitants de ces oasis en plein désert ont conscience de leur chance. Pourtant, les 32 000 habitants de Siwa doivent apprendre à vivre éloignés de tout. Ce n'est qu'en 1984 qu'une route goudronnée les a reliés au reste du monde. Et ce n'est qu'en 1987 qu'ils ont découvert les joies de la fée électricité. C'est peut-être cet isolement qui a permis la préservation d'une culture singulière. À Siwa,
vit la seule communauté berbère d'Égypte, la plus orientale d'Afrique du Nord. Les Berbères sont présents dans tout le Maghreb, jusqu'en Mauritanie à l'ouest et jusqu'au Niger au sud. Youssef est un ardent défenseur de cette culture dont il préserve tous les aspects. Ce midi, il reçoit les enfants de la famille en vacances scolaires. Pour faire plaisir à ses petits-neveux, ses nièces et ses propres enfants, il a choisi un plat typique de Siwa. Maintenant que je les ai recouverts de sable, j'ai fini. On les sortira dans un peu plus d'1 heure. Le plus important dans cette recette, c'est que ça reste bien hermétique. S'il y a une fuite, les poulets seront trop secs. Quand Youssef parle avec ses frères, ses fils et ses neveux, même s'ils maîtrisent tous l'arabe, il préfère employer un dialecte berbérophone local, le siwi. À la maison, la plupart des gens d'ici parlent berbère. Certains apprennent à leurs enfants à dire papa en arabe. Mais moi, je leur apprends le mot ab. Il faut qu'ils connaissent le berbère et ainsi qu'ils n'oublient pas leurs origines. L'arabe, de toute façon, ils vont l'apprendre à l'école. L'avantage de l'oasis de Siwa, c'est qu'elle est loin de tout. Quand les touristes viennent et qu'ils restent un peu avec nous, c'est nous qui les influençons et pas eux qui nous influencent. Ce qui est certain, c'est que si on était près d'une grande ville, on aurait eu plus de mal à préserver nos traditions et nos coutumes. La douceur des habitants de Siwa contraste avec la dureté de leur environnement. Le Grand Lac, symbole de l'oasis, n'est pas ce havre de paix qu'il semble être. Dans ces eaux salées, aucun poisson, aucun batracien ne survit. Le sel recouvre comme un linceul les berges et la surface de l'eau. Mais les Siwis en ont fait une force. Les Égyptiens consomment du sel depuis le néolithique. Les habitants de l'oasis vont leur en fournir. Aujourd'hui encore, l'exploitation du sel du désert est la principale activité industrielle à Siwa. Au départ, on creuse un bassin. Et là, à un moment, on finit par atteindre la couche de sel. À cette étape, le sel qu'on extrait est encore brun, parce qu'il contient encore de la terre. Et pour le nettoyer, on va le rincer dans l'eau. Grâce à la pelleteuse, on lui donne une quinzaine de bains. Quand le sel est bien blanc et propre, on le met en tas et on le laisse sécher. Le sel de Siwa est apprécié pour son goût, mais de grandes quantités partent en Europe et au Canada, où il va tout simplement être utilisé pour déneiger nos routes en plein hiver. Cette grande machine est une broyeuse. C'est là que l'on broie les cristaux de sel. Là, c'est du calibre 12. Il y a plein de calibres différents, du plus gros au plus petit, pour faire du sel de table, par exemple. Le sel, pour nous, c'est un don du ciel. Depuis qu'on en a trouvé à Siwa, tout le monde en profite. D'ailleurs, tout ce qu'on extrait se renouvelle chaque année par sédimentation, grâce au lac juste à côté. C'est vraiment une aubaine pour l'oasis et pour les revenus des habitants. L'exportation du sel est une vieille histoire. Vers le 1er siècle de notre ère, ce produit commence à circuler dans tout le bassin méditerranéen. L'oasis de Siwa, comme toutes les oasis, vit surtout du commerce. À la fin de l'Antiquité, Siwa fait le lien entre l'Afrique du Nord et l'Égypte, exportant du sel, des dattes, des olives, de l'huile et du vin.
Les 4 pour 10. Les 4 pour 10. Les 4 pour 10 seulement. Vous avez bien entendu? 4 pour 10. Ah là, c'est du haut niveau. Chef, vous ne pouvez pas faire moins cher. On ne peut pas trouver moins cher. Pour commercer, l'Égypte possède ses pistes caravanières depuis 4500 ans. De nos jours, pour transporter les denrées sur des routes goudronnées, le camion suffit. Mais pendant longtemps, les caravanes étaient constituées d'ânes, jusqu'à ce qu'un autre animal, domestiqué tardivement, 1000 ans avant notre ère, ne le détrône. Le dromadaire est adapté au désert. Cet animal va faire la richesse des oasis. Il supporte des charges de 250 kg et il est capable d'avaler 135 litres d'eau en quelques secondes, ce qui lui permet de tenir plusieurs jours en plein soleil. Les Bédouins en ont fait leur spécialité. Ces nomades s'approchent rarement des oasis, sauf quand il s'agit du bien-être de leur animal fétiche. Nous avons loué cette parcelle dans l'oasis pour les pâturages. Les dromadaires ont besoin de manger de l'herbe fraîche. Nous accompagnons les bêtes. C'est plus qu'un travail. C'est notre vie. On s'occupe de nos bêtes parce que nos existences dépendent des dromadaires. Autrefois, tout était lié aux dromadaires. La viande, le lait. Ils protégeaient même les hommes des intempéries et des difficultés de la vie. Avant, on voyageait sur leur dos. Ils transportaient tout ce que les gens possédaient, même les récoltes. Le dromadaire est capable de tout porter. Je les prépare parce qu'ils vont passer la nuit ici. Je suis obligé de les entraver, parce que sinon, ils risquent de s'éloigner et de se perdre. À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'endroit où les mettre. Je ne suis pas vraiment installé dans la région. C'est comme ça. Je ne m'installe nulle part. Chaque jour, je vis dans un nouvel endroit. En principe, tous les Bédouins savent s'occuper des dromadaires. Mais les nouvelles générations sont en train de perdre ce savoir-faire. Par exemple, le petit Mahmoud, là, son grand-père avait des dromadaires, mais il n'a pas eu le temps de lui apprendre. Alors, ça fait 1 mois qu'il m'accompagne. Il apprend les techniques pour s'approcher d'eux, pour communiquer. Mais pour l'instant, il a encore un peu peur. Mais il va vite s'habituer. Les nomades du désert oriental et ceux du désert occidental inspirent méfiance et crainte aux anciens Égyptiens. Ils avaient la réputation d'être des sujets versatiles, prompts à aider les envahisseurs et à prendre les armes à n'importe quelle occasion. Car l'envahisseur a souvent pris le chemin du désert, comme les Nubiens par le sud ou les Libyens par l'ouest. Au temple de Médinet Abou, à Luxor, Ramsès III retrace sur des bas-reliefs gravés à sa gloire ses victoires sur les peuples du désert. Les Libyens sont reconnaissables à leur barbe, et les Nubiens à leurs traits noirs africains. Plus loin, un scribe effectue un décompte macabre. À partir d'un tas de mains coupées, il dresse l'inventaire du nombre d'ennemis tués. À travers leur longue histoire, les Égyptiens n'ont pas toujours réussi à contenir les envahisseurs. Les Perses, les Grecs ou les Romains se sont durablement installés sur la terre des pharaons. Tous ont eu la volonté de contrôler ces étendues arides, source de déstabilisation du pays.
Mais rares sont les conquérants qui ont osé y aller en personne. C'est le désert qui s'étend sur des milliers de kilomètres derrière ce lac qui a failli tuer Alexandre le Grand. Finalement, arrivé ici, il a pu consulter l'oracle du dieu de Siwa. Nous sommes vers moins 331. Alexandre le Grand vient de faire tomber l'Empire perse, dont fait partie l'Égypte. Pour légitimer son pouvoir, il se rend devant l'oracle d'Amon à Siwa, qui est avec celui de Delphes, l'un des plus prestigieux du monde antique. Dans ce temple, le conquérant grec espère poser ses questions directement au dieu Amon, le dieu le plus important des anciens Égyptiens. Comme toute autre personne qui venait, comme les prêtres eux-mêmes qui travaillaient dans les temples, Alexandre le Grand a dû faire la même chose. Il devait passer par ce puits pour faire des ablutions avant d'aller voir et poser les questions à Amon. Ici, c'est le sanctuaire. C'était là, au milieu, où il y avait la statue du dieu Amon. Alexandre le Grand va commencer à poser ses questions. Il avait 2 questions en tête. La première, c'était le nom des personnes qui ont tué son père. Et la deuxième, s'il allait pouvoir se venger pour son père. Amon lui dit et lui répète que son père n'est pas mort, son père est avec les dieux. Ça, c'était une réponse qui a beaucoup plu à Alexandre. Et la deuxième, c'est que lui-même était le fils de Dieu. C'était la réponse idéale, croyant qu'il était comme les pharaons. Il a le droit de gouverner tout le pays. Les questions n'étaient pas seulement des questions personnelles, mais c'était aussi une façon politique de venir se faire valider et avoir l'accord et l'acceptation d'un dieu d'Égypte. Alexandre a dû réellement entendre une voix. Une nouvelle religion va bientôt bouleverser cet ordre établi. À partir du IIIe siècle de notre ère, l'oasis de Rarja devient un refuge pour les premiers chrétiens fuyant les féroces persécutions romaines. Le site funéraire de Bagawat, avec ses 200 chapelles-tombes, témoigne d'une continuité étonnante. Comme les Égyptiens anciens, les chrétiens vont enterrer leurs morts dans le désert. Les plus anciennes tombes sur ce site remontent aux alentours de la fin du IIIe, début du IVe siècle de notre ère. Puis, plus tard, au 5e siècle, donc, il y aura les Nestoriens qui viendront à la suite de Nestorius, qui était l'évêque de Constantinople et qui fut déclaré hérétique à Éphèse en 431.
Donc on peut dire que ce site fut peuplé d'abord par des chrétiens fuyant les persécutions des Romains païens, puis plus tard par des chrétiens fuyant les persécutions d'autres chrétiens qui étaient simplement divergents sur la nature du Christ. Nestorius avait déclaré « Marie, mère de l'homme, et non pas mère de Dieu ». Ce site est remarquable, unique. Nous voyons que les chapelles furent plus ou moins élaborées, car ce furent des chapelles familiales, et chacun, en fonction de ses moyens, aura plus ou moins élaboré un petit peu son caveau de famille. On voit des fois même des cours à colonnes à l'entrée des tombes, et il y en a d'autres très très modestes, selon ses moyens. Certaines de ces chapelles-tombes sont décorées avec soin. Le visiteur peut admirer des peintures vieilles de 16 siècles, reflet de la foi de ces premiers chrétiens. Ici, nous voyons Moïse qui guide le peuple d'Israël à sa suite, durant ses 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï, et poursuivi par l'armée de Pharaon. C'est cette scène qui rend cette chapelle célèbre et qui évoque peut-être un lien à établir entre cette fuite dans le désert du Sinaï à l'époque, mais ici, ce fut également une fuite vers un autre désert, celui de ces oasis. Nous avons là un détail très intéressant, car nous avons deux croix chrétiennes normales, mais au-dessous, nous avons cette forme qui est dérivée du symbole égyptien ancien Ankh, synonyme et symbole de vie, et qu'emprunteront les premiers chrétiens d'Égypte quand, à l'époque des persécutions, ils ne pouvaient pas encore déclarer leur foi, chrétienne. Ils lui substituèrent également cette forme de Ankh, donc cette croix en C, finalement, héritée, bien sûr, d'Égypte ancienne. Les chrétiens exilés ont fini par s'habituer à leur vie en plein désert. On trouve leurs traces dans l'oasis de Rarja jusqu'au 7e siècle de notre ère. Pour l'Égyptien d'aujourd'hui, l'implantation dans une zone désertique n'est pas une évidence. 94% de la population vit toujours au bord du Nil. Mais les problèmes démographiques rattrapent les Égyptiens. En 1900, on comptait 10 millions d'habitants dans le pays. Il y en a 100 millions de nos jours, et on en prévoit 200 millions d'ici la fin du siècle. Les dirigeants n'ont plus le choix. Il faut libérer des terres agricoles pour nourrir tout le monde et désengorger la vieille ville du Caire avec ses 20 millions d'habitants. À 45 km du Caire, une nouvelle capitale surgit comme un mirage en plein désert. Un projet pharaonique qui devrait faire 7 fois la taille de Paris intramuros. Nous sommes en train de construire une nouvelle capitale pour l'Égypte. Derrière moi, vous voyez le chantier du nouveau Parlement. Là-bas, devant moi, ce sera le quartier des ministères. Pour l'instant, ils sont éparpillés dans tout le Caire. Ainsi, les ministères seront tous regroupés au même endroit. Tous les jours, il y a 200 à 300 000 personnes qui viennent travailler ici. Des ingénieurs, des ouvriers. C'est un bon moyen de résoudre le problème du chômage. C'est vrai, c'est plus simple de vivre au bord du Nil qu'en plein désert. Mais avec 100 millions d'habitants, concentrés dans le delta et sur les rives du fleuve, il a fallu agir. Il a fallu se décider à conquérir le désert. Le premier quartier résidentiel a été mis en œuvre. Il est d'une superficie de 420 hectares.
25 unités de logement sont en cours de construction. Grâce à des campagnes de communication, les autorités espèrent attirer une partie des habitants du Caire. D'ici 20 ans, la nouvelle capitale devrait pouvoir accueillir près de 6 millions d'habitants. Convaincre 6 millions de Kairotes de quitter la ville historique pour venir s'installer en plein désert, ça ne sera pas facile. Mais nous comptons sur notre capacité à transformer ce bout de désert en paradis. Et c'est ça qui les fera venir. À l'image des pharaons, les présidents de l'Égypte contemporaine ont presque tous tenté de construire leur ville en plein désert. La plupart de ces nouvelles métropoles n'ont pas eu le succès espéré. Qu'ils le veuillent ou non, les Égyptiens devront un jour dompter le désert pour y habiter. Ils pourront alors s'inspirer des Bédouins et des Berbères, qui vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires.